Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. On se retrouve aujourd'hui avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora et de la Lettre des Affranchis, notre lettre économique et géopolitique mensuelle. Et nous accueillons également Anis Lagenef, ancien trader, blogueur économique et entrepreneur. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, on est ravis de pouvoir échanger avec vous. Bonjour Marc-Vincent, bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on va aborder une question qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment et qui pourtant reste un phénomène globalement assez incompris par les citoyens. Il s'agit de la corrélation entre la création monétaire et l'inflation qui a atteint les 10% en Europe. Alors pour mieux comprendre le phénomène, on va revenir quelques années en arrière, soit en 2007-2008, lorsque les banques centrales ont tout mis en œuvre pour sauver le système bancaire. Alors Anis, vous avez vécu la crise en tant que trader de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là exactement et qu'est-ce qui a changé ? En 2007-2008, moi je devais avoir 6-7 ans d'expérience. Donc pour être honnête, la création monétaire, c'est la dernière chose qui m'intéressait. Ce qui est important pour un trader et qui n'a pas non plus le poste le plus élevé qui soit. J'étais le responsable de la France sur les produits dérivés actions. Société Générale, qui est un des plus gros desks de trading. Donc ce qui est important, c'est de faire de l'argent, c'est-à-dire faire du PNL avec les clients, avec le flux client, en faisant du market making, de l'arbitrage, en traitant avec d'autres banques, etc. Mais on savait qu'on avait une force de frappe infinie quasiment, en termes de risque et quand je dis infini, avec très peu, on n'atteignait jamais nos limites et on savait qu'il y avait beaucoup d'argent disponible. Mais encore une fois, comme je le dis, moi ce qui m'intéressait, c'est de faire du PNL et d'avoir un bonus et de rendre mes boss contents. Donc c'est après que je me suis intéressé à la création monétaire. C'est après quand on s'est rendu compte que la monnaie, justement, qui était en abondance à ce moment-là, devenait de plus en plus limitée et que les taux d'intérêt commençaient à grossir, etc. C'est là qu'on s'est demandé, mais en fait, d'où vient l'argent et qui le crée et comment. Et justement, qui crée cet argent alors qu'il vient en masse ? La Banque centrale, exclusivement, avec la complicité des banques, puisque c'est par elles que le crédit atteint le grand public, ou le hedge fund. Je tiens à préciser que dans les questions d'échelle, on mesure mal à quel point les hedge funds peuvent être gourmands en capitaux. Pour tout le monde, la bulle de 2007-2008, c'est la bulle immobilière, c'est du crédit distribué à tout va, à n'importe qui, et y compris aux ninjas, ce qui signifiait no income, no job available, c'est-à-dire qu'on prêtait à des gens qui n'avaient aucune ressource, aucun revenu. Et ce qui comptait, c'était aussi de faire de la commission sur l'octroi de crédit, de la marge pour les banques. En fait, à partir du moment où la ressource permet de faire de l'argent, on ne se préoccupe pas vraiment du pourquoi et du comment cette ressource est disponible. Ce qui compte, c'est de vivre là au jour le jour. Ce qui compte, c'est de pouvoir faire un bel arbitrage entre du cash, du futur, faire un bon carry trade entre le yen et le dollar, et pour le particulier, acquérir la maison de ses rêves. Donc, créer de l'argent, finalement, ça plaisait absolument à tout le monde. Mais tout le monde était heureux. Celui qui était locataire qui devenait propriétaire, celui qui lui avait fourgué une solution de crédit avec des taux à 5%, les fameux taux subprime, le banquier qui faisait du volume et qui pouvait créer toute une industrie de dérivés grâce à un gars auquel on devrait dresser une statue qui s'appelle Angelo Mosillo, qui avait donc conçu le package des créances immobilières douteuses mélangées avec des bonnes. Tout ça fait que le sandwich finalement avait l'air appétissant. Tout le monde a croqué dedans. Et la Banque centrale, on se disait, elle sait ce qu'elle fait, c'est elle qui connaît le mieux l'argent, son origine et sa rotation, ce sur quoi on reviendra quand on parlera de l'inflation, parce que on peut créer énormément d'argent s'il n'y a pas de rotation monétaire, il n'y a pas d'inflation. Et en 2007-2008, il y avait de l'inflation, pas au niveau du panier de la ménagère, mais il y avait de l'inflation au niveau de l'immobilier et au niveau des actifs financiers, puisque on pouvait
faire gonfler presque indéfiniment la bulle des dérivés. Je vais juste revenir rapidement en fait. Pour moi, il y a 3 phases, et c'est une fuite en avant qu'on est en train de vivre. La première phase, on va dire, c'est Bretton Woods, 44 à 71. Là, on crée de l'argent, mais il y a encore un garde-fou qui est l'or. C'est-à-dire que dans les échanges internationaux, l'or, le dollar, qui est la devise internationale, est backé par l'or, donc est backé par quelque chose de physique, qui est limité. Même si les Américains trichaient et que De Gaulle, par exemple, les a pris les mains dans le sac, même s'ils trichaient, ben en fait, il y avait quand même justement cet or qui nous permettait de limiter la création monétaire. À partir de 71 jusqu'à la crise de 2008, pour moi, ça, c'est la même période. C'est une période où justement, c'est le crédit qui a pris le relais et aussi la spéculation financière. C'est que l'économie, c'est hyper financiarisé. C'est à ce moment-là, dès qu'on a arrêté de péguer, c'est-à-dire d'avoir l'or, le dollar qui est adossé à l'or, en fait, on a commencé à avoir des fluctuations sur les devises, des fluctuations sur les matières premières, des fluctuations sur les actions. Et c'est à partir de ce moment-là que justement mon boulot s'est développé, qui était mon ancien boulot, qui était celui de trader sur dérivés. Et donc, on a eu besoin de dérivés, parce que le marché commençait à être volatile dans tous les sens. On avait besoin de gens, justement, qui travaillent dans des banques, dans des market makers, etc., qui viennent et qui proposent justement des couvertures. Mais petit à petit, à partir des années 2000, ça s'est emballé, notamment par l'immobilier. Donc, on a commencé à partir de 2000 à créer du crédit commercial, c'est les banques qui créent la monnaie au moment où quelqu'un va et demande un crédit, lors de l'octroi d'un crédit. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai appris très très tard. Et pourtant, c'est ça le système français. On demande à un ingénieur comme j'étais de venir et de faire de l'argent. On ne m'a jamais demandé comment on créait de l'argent alors que c'était mon outil principal. Donc je l'ai su une fois que j'ai pris ma retraite. Pourtant, quand je l'ai prise, je suis monté assez haut. J'étais quasiment numéro 3 de la salle, d'une des plus grandes salles de marché de la City. Donc il y a un souci. C'est-à-dire que si des gens qui sont dans mon grade arrivent à ce niveau-là, même si on était sur les equity, sur les actions, on s'en fout un peu de qui crée la monnaie, etc. Je pense que c'est assez grave. Et le pire, parce que les gens peuvent dire que je suis con et que je ne me suis pas renseigné, etc. Je suis revenu sur mes pas pour demander à mes anciens collègues et personne ne savait. Zéro. Et pourquoi on ne le sait pas? Parce que ça ne nous intéresse pas. Chacun, en fait, il vit dans son microcosme. Chacun il doit payer le crédit, moi je n'avais pas, mais il y en a, mes collègues, ils devaient payer le crédit, on leur demande de faire de l'argent, mais ils font de l'argent, ils font ce qu'on leur demande, et en fait, c'est du taylorisme, en fait. Chacun micromanage ce qu'il fait, il connaît rien de la vue d'ensemble, mais c'est ce qui fait ce monstre, justement. C'est pour ça que c'est difficile, après, de pointer du doigt qui est responsable, justement, quand il y a des grosses crises comme celle de 2008, c'est juste une folie collective. Et les responsables politiques en sont conscients, les régulateurs en sont conscients, les responsables de banques, c'est eux qui poussent aussi, et donc les responsabilités sont multiples et diluées. Donc voilà, et la troisième phase, c'est celle qu'on a connue donc après la monnaie adossée à l'or, la monnaie crédit, celle du crédit industriel, immobilier, celle pour spéculer, pour un hedge fund, etc. Donc celle qui permet de faire de l'effet de levier. La troisième monnaie, c'est la monnaie centrale. Et ça, c'était vraiment un garde-fou. C'est-à-dire que la monnaie centrale, c'est l'équivalent de l'or. Même si c'est digital, c'est numérique, etc. Le bilan des banques centrales est très, 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 très stable jusqu'à 2008. Et après, justement, il a explosé. C'est-à-dire que les gens sont... La digue a cassé et ils ont commencé à créer de la monnaie centrale. Donc, en gros, on crée de la monnaie pour acheter une dette, la dette de la Grèce, pour acheter la dette de la France, etc. Donc, on échange des euros centraux, des euros ou des dollars, etc., qui sont créés par la Banque centrale pour acheter un bout de papier qui est une reconnaissance de dette. Et en faisant ça, sans se rendre compte, en fait, c'est de l'alchimie monétaire. On est en train de remplacer, échanger de l'or contre du plomb. Voilà. Et quand on a les taux négatifs, pour que les gens comprennent, c'est pire que ça. C'est comme si quelqu'un, au Moyen-Âge, échangeait de l'or contre du plomb et il donnait plus d'or que ce qu'il donne comme plomb. C'est que la dette de la Grèce, par exemple, est arrivée en territoire négatif, c'est-à-dire que la promesse de la Grèce de rembourser ses dettes avait des taux négatifs, c'est-à-dire que la BCE donnait moins d'euros que ce qu'elle recevait comme reconnaissance de dette dans son bilan de la part de la Grèce. Et là, on marche sur la tête. Et c'est là où, justement, on aurait dû tirer le signal d'alarme, en fait. Et qui paie le prix donc, de l'argent gratuit? Alors, les banques centrales,
si on écoute Alan Greenspan, l'orthodoxie, c'était de considérer d'abord que le taux d'intérêt doit être supérieur au niveau de l'inflation ou d'une péréquation de l'inflation plus la croissance. Alors on va dire quelque chose à peu près entre les deux. Si on a 2,5% d'inflation, 3% de croissance, allez, le taux neutre, il va se situer aux alentours de 2,93 et le taux est toujours un petit peu en avance sur l'inflation. Et Alan Greenspan, qui a été donc le patron emblématique de la Fed, mais qui lui a aussi fait prendre un virage extraordinaire, ce que Anis vient de décrire, justement, parce qu'on s'est mis à créer de l'argent à partir de rien. Alan Greenspan s'était fait connaître en écrivant des ouvrages où il vantait les vertus de l'or, qui n'est la dette de personne, qui permet de stabiliser un système. Et c'est lui qui l'a, en fait, complètement perverti. À l'encontre de ses propres principes, il disait on ne devrait jamais imprimer un dollar de plus que la richesse que l'on espère à terme lorsque ce dollar sera remboursé. Et là, on s'est mis à créer, pour justement alimenter l'industrie des marchés dérivés, on s'est mis à créer des masses d'argent qui ne correspondent à aucune richesse future. Ou alors la seule richesse, c'est celle, effectivement, pour ceux qui ont des parts dans cette machinerie et qui espèrent justement qu'on va produire de l'argent avec de l'argent. Mais on ne peut pas appeler ça une richesse. Elle est effectivement cantonnée dans un système. Et ce système de monnaie banque centrale, il est quasi étanche. C'est-à-dire que l'argent ne ruisselle pas. Il n'y a pas de fuite. Ça tombe dans cette espèce de grande bassine de sorcières et chacun remue la cuillère et puis la fumée, on espère que ça va être quelque chose de merveilleux, d'enivrant et voilà, c'est de la pure spéculation. Donc comme ça ne ruisselle pas cet argent banque centrale, il n'y a pas de risque que ça débouche sur une augmentation du taux de circulation monétaire. Parce que quand vous mettez de l'argent dans la vraie économie, tout le monde a besoin d'argent, pour n'importe quel motif. Là, par exemple, aujourd'hui, à l'échelon global, les économies ont besoin de beaucoup d'argent pour la transition et la décarbonation. Donc on réfléchit en milliers de milliards de dollars. Donc l'économie a besoin d'argent, celui qui est mal logé voudrait pouvoir acheter, celui qui a déjà acheté trouve que c'est trop petit, il n'a pas une pièce pour mettre son billard, donc il voudrait la taille au-dessus, et puis tout le monde a toujours besoin d'argent. Voilà. Et notre économie, elle est par nature frustrante. L'argent magique des banques centrales permet justement de lever cette frustration. C'est que pour certains, cet argent devient abondant, de façon quasi magique, sans effort et sans même la nécessité de justifier de produire une richesse future. Ça, c'est l'argent banque centrale. Et l'argent de l'économie réelle, lui continue d'exister, il reste rare, ceux qui n'en ont pas sont frustrés, et donc dès qu'on leur en donne, ils vont en avoir usage et le faire circuler. Et c'est l'augmentation de la vitesse de circulation, une demande qui s'amplifie par rapport à une offre qui ne suit pas forcément. Je parle par exemple des matériaux de construction. On voit que d'un seul coup, le bois de charpente, le cuivre, l'aluminium, tout a explosé faute de disponibilité. Donc là, la loi du marché s'est appliquée. Et généralement, c'est ce qui se produit lorsque on met du vrai argent dans la vraie économie. Le problème qui s'est passé, c'est que au bout d'une dizaine d'années d'argent magique, ceux qui détenaient cet argent magique ont fini par se dire oui, il est quand même un petit peu trop magique cet argent, ça serait peut-être pas mal si on en convertissait même un tout petit peu dans des choses vraies. Voilà, donc un peu d'immobilier, un petit peu de matières premières. Et ce simple petit transfert de la sphère virtuelle de l'argent magique banque centrale vers la sphère réelle a suffi à provoquer l'inflation. Sauf qu'il faut rappeler que si on avait demandé aux financiers si l'argent magique devait aller ruisseler dans l'économie réelle, ils vous auraient répondu non, ou on ne sait pas trop à quoi ça servirait, laissez-nous jouer avec notre argent. Non, sauf que là, avec le Covid, la mise à l'arrêt des économies, on a eu besoin
de quoi qu'il en coûte pour éviter à l'économie de mourir. Donc on a pris la décision politique de donner un peu d'argent magique au bon peuple. Voilà. L'effet, il a été quasi immédiat. Il n'a pas fallu longtemps entre les chèques fédéraux versés aux États-Unis à partir d'avril 2020. En avril 2021, l'inflation, elle était partie. Parce qu'on a pris la décision de donner de l'argent magique à la population. Mais quand on nous dit que l'argent magique qui reste dans la sphère virtuelle n'est pas inflationniste, je ne sais pas comment on appelle une multiplication par 6 ou par 7 de la valeur du Nasdaq, par 6 du S&P 500, etc. Il y a une hyper-inflation quelque part. Elle existe, mais c'est vrai que le commun des mortels, comme il ne détient, quand on prend l'ensemble de la population américaine, 1% des Américains détient probablement plus de 60% de l'actif obligataire, actions, etc. Donc le peuple, quand on lui parle de la hausse de la bourse, quelque part ça ne correspond qu'à un enrichissement très très marginal. Voilà. Et pour la plupart, cet enrichissement ne suffit pas pour satisfaire ses besoins, se loger, voyager, etc. Donc les gens ont besoin de recourir à l'emprunt. Voilà. Si l'argent magique était distribué à tout le monde sous forme d'actions, tous les gens convertiraient leur plus-value d'actions en achat d'une maison, puis on rajouterait une piscine, puis une deuxième voiture, puis une résidence secondaire, et puis un chalet, etc. Voilà ce qui se passerait si tout le monde avait des actions. Mais on s'aperçoit que ceux qui détiennent les actions sont ceux qui ont aussi accès à l'argent magique. Donc c'est la classe moyenne finalement qui n'investit pas, qui paie le prix de cet argent gratuit. Ouais, les perdants, ils sont nombreux. Il y a l'inflation, en fait, c'est vraiment l'impôt qui ne dit pas son nom. C'est un impôt qui n'est pas voté à l'Assemblée nationale et qui spoliquie les travailleurs qui ne voient pas leur salaire augmenter justement de l'inflation et qui spolie aussi ceux qui épargnent au cash. Ceux qui ont leur argent sous le coussin ou dans un livret A et qui justement voient leur pouvoir d'achat s'éroder. Alors ça, c'est facile de les voir, ces deux-là. Mais encore, il y a un perdant, c'est la démocratie. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Et pour l'expliquer, je vais essayer d'expliquer les trois phases qu'il y a eu depuis 2008. Donc tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait trois phases depuis Bretton Woods. Là, j'aime bien compartimenter. Ouais. Voilà. Donc la première phase, je vais dire, c'est le trou noir. C'est-à-dire que les marchés avaient tellement spéculé sur les subprimes, les produits dérivés, sur tout en fait. Les bilans des banques étaient tellement faibles qu'à chaque fois qu'on créait de l'argent, c'était comme un trou noir. Et à chaque fois, on s'est dit, mais c'est magique. On crée de l'argent, on assainit le bilan des banques, et quand on voit le panier de la ménagère, parce que nous on regarde que le panier de la ménagère, eh ben, le panier de la ménagère, le prix du panier de la ménagère n'augmente pas. Et ça, par exemple, pour la BCE, c'est un peu moins vrai pour la Fed, c'est son unique mandat. C'est-à-dire, la BCE a deux mandats, c'est la stabilité financière, quoi qu'il en coûte, premièrement, et deuxièmement, c'est la stabilité du panier de la ménagère. Pourquoi ? Parce que si la ménagère est énervée, eh ben, tout s'écroule. Donc on a besoin justement de faire en sorte que le coût de la vie pour elle augmente tout doucement, et pas plus de 2%. Ça, c'est le premier point. La deuxième phase qu'il y a eu, alors cette première phase, je dirais que c'est la phase, on va dire, 2008-2013, avec la crise de la dette souveraine, etc., quand on est venu et qu'on a mis de l'argent et qu'on a essayé de stabiliser justement juste tout ce marché de la dette. La deuxième phase, c'est quoi ? C'est qu'à un moment, quand ce trou noir est rassasié, c'est-à-dire que quand le marché de la dette n'en peut plus d'avoir cet argent-là, quand les actions ont commencé à monter, parce que justement, si la dette devient plus facile, si la charge de la dette devient plus facile, eh ben les actions montent. Et surtout, il y a aussi un arbitrage qui se produit. Donc ça, c'est n'importe quel hedge fund, n'importe quel gars un peu branché financièrement se dit, mais moi, je prêtais à l'Espagne, j'avais du 8%. Maintenant, j'ai du négatif.
Donc ça, c'est plutôt 2017-2018, mais même, c'était peut-être à 2% en 2013-2014. Je disais, mais pourquoi je prêterais à l'Espagne à 2%? Moi, je préfère mettre sur les actions. Et donc, cet argent va bouger d'endroit en endroit, sur les actions, sur l'immobilier, de luxe, bien sûr, le penthouse, etc., à New York ou dans le 16e, etc. Et donc, il va bouger, petit à petit, il devient de plus en plus en abondance, et il va aller vers des actifs un peu plus exotiques. Parce qu'une fois que le marché de la dette est monté au ciel et les taux sont allés en négatif, une fois que le marché du S&P, par exemple, a fait x8, une fois que l'immobilier est monté au ciel aussi, ben les gens, il faut qu'ils investissent dans quelque chose. Et donc, on va vers les cryptos, vers le marché de l'art, etc. Et donc, ça, c'est la troisième phase. Mais ce qui se passe, pour revenir aux perdants, pourquoi je dis que c'est la démocratie, c'est qu'à partir du moment où eux se sont dit, ben, on met l'argent dans les marchés financiers, et ça n'atteint pas l'économie réelle, parce que si je vais voir la ménagère, je lui dis, écoute, le sac Hermès, il a fait 100% en 10 ans, elle s'en fout, tu vois. Si je vais voir un gars qui habite en banlieue et je lui dis, tu sais que le penthouse, il a pris 50% en 10 ans, il s'en fout aussi. Alors qu'il aurait dû baisser. Hein. On dit qu'il a pris, mais il aurait dû baisser, et il a pris en plus, grâce à cet argent magique. Ouais, il s'en fout un peu. Par contre, si je lui explique que tous ces gens sont de plus en plus riches, et qu'ils peuvent acheter des médias, et qui peuvent, avec leur argent, financer des mouvements politiques ou des mouvements associatifs, et que petit à petit, ce sont eux qui fabriquent l'opinion, et qui fabriquent Macron, qui fabriquent Biden, qui fabriquent tous ces présidents qu'on a et qui sont au service de l'oligarchie, eh ben ça, c'est un peu plus difficile à comprendre que justement, toute cette monnaie magique créée s'est transformée justement, elle a muté d'un pouvoir financier vers un pouvoir politique. Et donc les perdants sont justement les gilets jaunes, par exemple, les profs, tous les fonctionnaires qui n'ont pas vu leur pouvoir, ils ont vu l'indice d'indexation de leur salaire gelé, alors que de l'autre côté, les milliardaires ont vu leur richesse exploser. Et donc les perdants sont typiquement les gilets jaunes, par exemple. Surtout que l'inflation, en fait, elle est beaucoup plus élevée que ce qu'on voit dans les médias. Enfin, 10%, en fait, c'est très peu par rapport à la réalité, finalement. Bah, disons que le panier de la ménagère, s'il prend 10%, ça coûte bien 10% de plus à la ménagère. Si vous prenez un artiste, un footballeur, le panier de la ménagère doit représenter 1% de ses revenus. Donc si par ailleurs, je sais pas, il achète un yacht, une île aux Bahamas, si ça se trouve, le prix des îles aux Bahamas n'a augmenté que 3 ou 4% en l'espace de 2 ans. Voilà, donc le panier de la ménagère, c'est effectivement ce que l'on calcule pour, on va dire, la majorité des gens qui vivent en bas de la pyramide de Maslow et qui ont besoin de se nourrir, de se loger. Après, commencer à financer des études, on est déjà un cran au-dessus. Et puis, plus on monte, en fait, moins les prix flambent quelque part. C'est vraiment une flambée là du concret. C'est une flambée, comme je disais, du bois de charpente, de l'aluminium, du zinc, de tous les constituants des batteries, par exemple, des automobiles. Tout ça, bah oui, il y a soudain une demande et la matière première n'existe pas. Donc là, actuellement, je sais pas, enfin, on va très très vite s'apercevoir que si on veut vraiment aller au bout de la transition énergétique et décarbonée, là, on va créer une inflation, mais qui va être quelque chose, en comparaison de quoi? Ce qu'on a connu, si vous voulez, entre le printemps 2021 et le mois de mars 2022, ça sera une plaisanterie. Et en plus de ça, ce serait une inflation qui s'installerait dans le temps. Je pense que cette histoire est un message politique. Et ce message politique ne passerait pas s'il n'y avait pas une sorte de clergé médiatique pour nous expliquer que c'est comme ça, c'est pas autrement. Comme on nous a expliqué avec l'argent depuis 2008-2009 qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Donc on nous a expliqué qu'il fallait recréer de l'argent, etc. et qu'il n'y avait pas d'alternative. Et que d'ailleurs, vous voyez, cet argent, contrairement à ce qu'on a enseigné à nos étudiants jusqu'en 5e année,
vous voyez bien qu'en fait, la création monétaire telle qu'elle est pratiquée ne crée pas d'inflation. Donc vous voyez, en plus de ça, notre corpus idéologique, on voit que dans la réalité, c'est nous qui avons raison. Nous imprimons de l'argent et vous voyez, comme moi, enfin, vous voyez qu'il n'y a pas d'inflation. C'était la fameuse TMM, la théorie monétaire moderne. En fait, on a créé une théorie qui expliquait le réel. On n'a pas déduit le réel d'une théorie. Là, on a adapté la théorie à quelque chose qui fonctionnait dans le réel, mais qui était complètement dysfonctionnel. Parce que créer de l'argent à partir de rien et ne le remettre qu'à une catégorie ultra minoritaire d'agents économiques, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La monnaie, elle est faite pour tous. Hein, son étymologie, elle est grecque, c'est numisma, ça veut dire c'est la norme, c'est quelque chose qui va pour tout le monde. Donc quand vous créez une double monnaie, une monnaie pour certains acteurs et une monnaie pour l'ensemble de la population, vous voyez déjà qu'il y a un truc qui ne va plus. Si la monnaie devient duale, c'est plus une vraie monnaie, où laquelle est la bonne, laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Donc tout ce qui a été fait depuis 2007-2008, on a tenté de le justifier et on a réussi à le faire que parce qu'il y avait un clergé médiatique qui a convaincu les gens que ça fonctionnait très bien comme ça, que ça ne pouvait pas fonctionner autrement, que cette création monétaire n'était pas une fraude. Non, les banques centrales font tout à fait leur métier. D'ailleurs, on leur doit de ne pas avoir vu l'économie se désintégrer en 2008. Alors que ce sont bien les banques centrales qui ont créé l'argent, qui a créé la bulle, qui a éclaté en 2008. Donc on a redonné les manettes aux pompiers pyromanes. S'il n'y avait pas eu un clergé médiatique, les gens se seraient vite aperçus que c'était non seulement une fraude, mais c'était une escroquerie. Parce que pour le citoyen lambda, lui, il ne voyait pas arriver d'argent autre qu'au travers d'un crédit qui lui coûte. Hein, les États, eux, pouvaient s'endetter en négatif. Des grands groupes financiers pouvaient également émettre en négatif. LVMH a financé le rachat de Tiffany. C'est même la Banque Centrale Européenne qui a acheté les émissions de LVMH. Enfin, c'est quand même... c'est lunaire quand on y pense. Par contre, le citoyen lambda, alors lui, pour se chauffer et tout, lui, il fallait qu'il emprunte de l'argent. Enfin, donc, je le dis, cet argent banque centrale est non seulement une fraude, mais en plus de ça, une escroquerie. Et cette escroquerie, elle aurait pu être éventée, dénoncée, mais les médias n'ont invité que des gens qui venaient nous expliquer que le système ne pouvait pas fonctionner autrement et que c'était très bien comme ça. Et est-ce que le système peut changer ou est-ce que c'est une fatalité et cette dépendance à la monnaie ne peut pas être modifiée? Je peux revenir sur la question, parce que c'est important. Parce qu'en fait, il y a une guerre des mots. Parce qu'on parle d'inflation, il faut la définir. Et quand on écoute la BCE ou qu'on écoute les journalistes ou qu'on écoute les économistes de gauche ou de droite, quand ils parlent d'inflation, par définition, ils ont décidé que l'inflation, c'était l'inflation de l'INSEE, c'est-à-dire l'IPC, l'indice des prix à la consommation. C'est-à-dire ce panier qui est construit et qu'on essaye justement de mesurer de mois en mois pour voir est-ce que les prix augmentent ou pas. Et ça, justement, dès qu'on dit que l'inflation, c'est ça et pas d'autre, pas autre chose, justement là, il y a comme une fraude qui est gagnée par qui? Par ceux qui gagnent la guerre des mots. L'inflation, elle peut se produire dans l'immobilier. C'est-à-dire que si moi, je décide que la création monétaire, j'en crée 60% 60% de la monnaie est représentée par les encours de crédit. C'est-à-dire que si on remboursait tous les crédits immobiliers qu'on avait, 60% de la monnaie disparaîtrait. Donc à partir du moment où je décide, moi, de créer la monnaie via le crédit immobilier, de l'injecter dans le marché immobilier, et que le marché immobilier monte, ben là, il y a de l'inflation. Alors on va nous expliquer, oui, mais il n'y a pas assez d'offres, etc. On n'a jamais construit autant que ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années. Donc on continue de construire énormément d'appartements. L'inflation, si j'injecte la monnaie
C'est la loi Cantillon. C'est si j'injecte la monnaie dans le marché de la dette, ben, le prix des obligations va monter et les taux d'intérêt vont baisser jusqu'à être négatifs. Si le marché des actions est juste à côté de celui des obligations, ils vont en profiter par ricochet. Et donc voilà, petit à petit, on comprend qu'il y a un rapport, la monnaie n'est pas neutre, il y a un rapport entre la monnaie, là où on l'injecte, et son impact sur les prix. Par exemple, j'ai pas parlé tout à l'heure de la troisième phase, qui est celle de l'après-Covid. Là, entre 2008 et 2020, la monnaie a été injectée dans les marchés financiers, donc elle est restée cantonnée au marché des obligations, des actions, un peu à ceux des cryptos. Pourquoi ? Il faut faire le lien aussi. Pourquoi les cryptos ont pu être pumpés, puis descendre, pumpés, dumpés, etc. C'est-à-dire monter et descendre, etc. Ben parce que, en fait, en dehors du fait que des gens y croient, et ils croient dur comme fer et qu'ils y mettent leurs économies, on a permis, via toutes ces plateformes de trading, de faire du levier. On pouvait faire du levier x 125, x 800 sur du FX, 125 sur des cryptos. Mais justement, et comment justement on fait du levier ? Le levier, c'est que de la dette, c'est du crédit. C'est-à-dire que si la monnaie est abondante et que les banques peuvent, contre un collatéral, contre un actif, prêter de l'argent sur quelques jours à des taux mirobolants, ben, pour elles, c'est tout gagné. En plus, elles peuvent se débarrasser de l'actif si tout se passe mal. Donc, voilà, c'est quoi l'inflation ? C'est-à-dire que ce n'est pas une seule définition. Et pourquoi l'indice de la ménagère, justement, a explosé après le Covid ? Alors ça, c'est pas Anis Lagenef ou Philippe Béchat qui va le dire, c'est de la Rosière. Donc il était au FMI, responsable du Trésor, il était gouverneur de la Banque de France. C'est Lord King, qui était Bank of England, donc la Banque d'Angleterre, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre. C'est la directrice du FMI qui le dit, etc. C'est qu'à un moment où l'activité était à l'arrêt, où justement on aurait dû réduire la création monétaire naturellement, on a accéléré, on a appuyé sur l'accélérateur et on a créé justement des montagnes de monnaie par rapport à... J'ai regardé le rapport, c'est-à-dire la pente, entre en gros la période 2008-2020 et 2020-2022. Il y a un rapport de 1 à 13. C'est-à-dire qu'on a créé 13 fois plus de monnaie sur l'équivalent d'une année entre ces deux périodes. À un moment où, justement, tout ce qui est stock, etc., commençait à réduire. Les productions, on avait des problèmes dans la production, on avait des problèmes dans l'approvisionnement, etc. À ce moment-là, où justement l'inflation naturellement devait monter, on a appuyé sur l'accélérateur et justement on a fait en sorte que l'inflation explose. Et maintenant, le résultat, donc tu demandais quelle est la solution. Leur solution, en fait, après avoir fait la fuite en avant, après avoir sauvé les copains, etc., leur solution, et ils le disent très franchement, c'est écrit noir sur blanc, c'est la récession. Il faut qu'ils remontent les taux, qu'ils coupent le rebond monétaire pour que la monnaie revale quelque chose et que les gens continuent à se lever le matin pour la gagner. Parce que si demain la monnaie fait faillite, c'est les banques centrales qui font faillite et ils perdent leur pouvoir de créer de la monnaie. Donc là, ils doivent créer de la récession. Une fois qu'ils ont mis tous les copains, ils les ont tous mis bien, ben ils vont créer une récession. Et c'est ça en fait qu'ils ont comme plan, c'est créer du chômage. Donc quand tu as le président plutôt, de la Fed, donc qui est la première banque centrale au monde qui dit, je suis désolé de le dire, mais on a besoin de chômage. Donc on voit bien que le peuple est une variable d'ajustement, justement, de toutes ces politiques monétaires. On est des pions, en fait, tout simplement. Oui. Je dirais qu'il fut un temps où on avait un certain respect quand même pour les pions. Hein. Quand on les remettait dans la boîte ou quand on les remettait sur l'échiquier, on les posait délicatement. Là, aujourd'hui, d'un seul coup, on dit qu'il faut balayer les pions, flac, on les envoie gicler. Et puis, on est tranquille, puisque la compréhension de ce qui leur arrive à ces pauvres pions, cette compréhension leur est interdite par le clergé médiatique qui véhicule une pensée unique, la fameuse guerre des mots. Pour moi, je dis, ce sont des mots qui pensent à votre place. Voilà. Et donc, dans votre tête, il y a ces mots qui tournent, et puis qui neutralise en fait une vraie capacité de raisonnement. De se dire, voilà, je pose les choses, je les mets en rapport les unes avec les autres, et j'obtiens un scénario. Là, les mots pensent à la place. Alors c'est la solidarité, c'est le quoi qu'il en coûte, c'était on a fait au mieux, et voilà. Et les gens ne peuvent pas vraiment
remettre en cause les choses de la façon dont elles fonctionnent, parce que, d'abord, on n'enseigne pas ce qu'est une monnaie, on n'enseigne pas ce qu'est l'inflation, celle par le taux de rotation. La seule chose qu'on vous dit, par contre, ce qui est très mauvais, c'est la spirale prix-salaire. Ah, ça, c'est très très mauvais, il faut s'en méfier. Ah, dans les années 70, on a vu ce que ça nous a coûté, il faut surtout pas que ça revienne. Mais pourquoi pas? Ben non, quand vous avez 100 personnes qui vous disent non, faut pas que l'inflation, comme dans les années 70, revienne, c'était très très mauvais. Dans les années 70, les gens qui empruntaient, ils se sont enrichis. Ça a été une période, alors on se souvient, on nous dit c'était monstrueux avec de l'inflation. Mais en fait, 75-80, la plupart des particuliers se sont enrichis comme jamais. C'était un véritable cadeau du ciel, cette inflation. Donc aujourd'hui, il ne faut surtout pas revenir à la spirale prix-salaire. Et le chômage, bah, c'est évidemment le moyen le plus efficace, de façon à ce que les gens ne puissent pas être très exigeants, parce que voilà, quand il ne suffit plus de traverser la rue pour trouver du taf, et que des fois traverser la rue ça prend 3 mois, 6 mois, et puis qu'au bout de 6 mois on se dit bah là mes indemnités vont tomber à zéro, ça crée du stress, et vous acceptez n'importe quel poste à n'importe quel prix. Bah, c'est ça le but, hein, d'avoir en permanence du chômage. Et figurez-vous qu'aux États-Unis, l'inflation par les salaires n'a pas vraiment existé. Il a fallu les chèques fédéraux distribués à tout le monde, hein, à tous les ménages, pour que l'inflation éclate. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'inflation salariale aux États-Unis? Ben, tout simplement parce que les chiffres du chômage sont totalement faux. Il existe aux États-Unis 30 millions de gens qui ne travaillent pas et qui le pourraient. Donc c'est une espèce de grosse réserve de travailleurs, de salariés potentiels, qui fait que, à la limite, si les salaires commencent à progresser, très très vite, ceux qui se disaient c'est plus la peine d'aller bosser ou je me contente des quelques allocations que je reçois, beaucoup de monde pourrait retourner au travail aux États-Unis. En France, les chiffres de l'inflation, enfin les chiffres du chômage sont totalement faux aussi. Le taux de chômage en France, le taux vrai, c'est au moins 15-16. Mais comment les falsifient, ces chiffres? Mais c'est une longue habitude de falsifier les chiffres. On crée des catégories, puis des sous-catégories, et puis on en met des millions dans des stages parking, on en met des centaines de milliers en formation, en alternance, d'autres à qui on distribue un RSA, donc on ne les considère plus comme chômeurs. Puis après ça, on durcit ou on tripatouille les critères qui permettent de mettre une étiquette chômage. Ah, si vous avez travaillé 3 heures dans la semaine, ah bah ça y est, vous n'êtes plus chômeur, etc., etc. Donc en fait, ça ne veut plus rien dire. On a le mot chômage et les gens disent, ils pensent savoir ce que c'est, mais non. On a créé des tas de sous-catégories, ce qui fait que maintenant les gens s'y perdent complètement. Oui. Et on a réussi à faire passer pour non-chômeurs des gens simplement parce qu'ils sont en formation ou parce qu'ils ont touché 300 € de subvention à un titre ou à un autre. Enfin voilà. Donc on triche notre monde, si j'ose dire aujourd'hui. Il est en fait le reflet de notre monnaie. Notre monnaie est une gigantesque tricherie. Et tout le système économique derrière repose sur une grande tricherie dans les concepts économiques, dans le discours que l'on tient dans les médias. On triche avec tout. On triche avec l'inflation. Donc l'INSEE, c'est très facile. L'immobilier prend 50% en 5 ans. C'est pas grave. Ça ne pèse que 15 ou 16%. 6%. Ce que j'allais dire, voilà. C'est qu'en plus de la guerre des mots, il y a la dictature de la moyenne. C'est-à-dire si on prend juste l'indice de l'INSEE, ben, c'est une moyenne pondérée. Donc, en gros, ils vont prendre plusieurs postes de dépenses des ménages. Et par exemple, si votre iPhone, ben, il a, je ne m'y connais pas trop, mais en RAM, en giga, ou votre ordinateur, etc., a vachement pris, mais que le prix est le même, ben, ils vont avoir des ajustements pour faire en sorte de dire, est-ce qu'il n'est pas tout à fait justifié que justement, que même si vous achetez l'iPhone au même prix, en fait, vous avez gagné en pouvoir d'achat. Donc, ils vont faire baisser artificiellement le prix de cet iPhone, ce qui n'est pas non plus totalement faux dans ce cas de l'iPhone. Mais par exemple, vu que c'est une dictature de la moyenne, s'il y a un couple ou un ménage ou des gens plutôt âgés qui s'en foutent de tout ce qui est technologique, etc.,
justement, eux vont voir le prix et ils vont gueuler, ouais, mais non, mais le prix est trafiqué, etc. Vont voir le prix augmenter, parce que eux, si c'est un ménage modeste, il a besoin de vivre. Et pour vivre, il faut quoi? Il faut se loger. Donc on a dit que le logement, quand vous achetez, il ne compte pas, parce qu'ils considèrent que c'est un investissement et non pas une dépense, une consommation. Donc il y a plusieurs personnes aussi qui habitent justement dans le parc locatif qui est public, donc tout ce qui est HLM, etc. Donc en fait, le poids, si on regarde le poids de la location dans l'indice de l'INSEE, c'est 6%. Donc quelqu'un qui gagne à Paris 2000 € devrait se loger, qui n'a pas acheté, selon cette logique, pour 120 €. Je ne sais pas à Paris s'il y a des gens qui arrivent à se loger avec 120 €. Une fois qu'ils gagnent 2000 €, je pense que ce n'est pas possible, premièrement. Et la deuxième chose, pourquoi je dis que c'est la dictature de la moyenne? Parce que les gens qui sont modestes doivent se loger, doivent se nourrir et doivent se chauffer et se déplacer. Donc c'est l'énergie, les denrées alimentaires et le logement. Et comme par hasard, ce sont les 3 postes qui augmentent le plus. Et donc l'injustice qu'il y a derrière justement ces politiques monétaires, c'est qu'on en a fait profiter les ultra-riches. On a parlé de Arnaud tout à l'heure, on peut parler de Drahi, de Bolloré, etc. Même la frange un peu inférieure, c'est-à-dire ceux qu'on voit chez BFM TV qui sont payés à 30 000 € le mois ou à 9 000 €, eux profitent un peu de ce système. Donc ils auront du mal justement à cracher dans la soupe. Donc eux vont défendre ce système. Pareil pour les économistes de salon qui sont invités constamment, auront du mal justement, surtout les économistes de salon de gauche. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de pernicieux. C'est-à-dire que cette création monétaire, c'est une création monétaire qui est socialisée. Et donc, c'est du keynésianisme, mais pour riches. Mais en fait, c'est très intelligent. C'est qu'en même temps, on laisse l'État grailler. Pour parler vulgairement, on laisse manger à la niche comme ça. On lui donne un peu, t'inquiète pas, on va te financer, mais laisse-nous nous profiter sur les marchés financiers. Laisse-nous nous faire du levier comme un malade sur Tiffany ou sur de l'immobilier ou sur un immeuble dans le 16e, etc. Mais par contre, tiens, on te donne de quoi dépenser, et derrière, dépenser, et ça a un coût. Quand les taux remontent comme maintenant, la charge de la dette, entre la remontée des taux et plus le scandale des OATI, c'est-à-dire les obligations qui sont indexées à l'inflation, ben la charge de la dette va être de 60 milliards d'euros. C'est quasiment le coût de l'éducation, la dépense pour l'éducation nationale. Et donc c'est ça en fait le scandale. C'est que on a aidé les riches avec cet argent magique, on a aidé l'État dépensier. Cet argent s'est retrouvé à partir de 2020 dans les marches, dans la vie normale, avec les PGE, avec les subventions, les salaires payés, les sauvetages de toutes les multinationales comme Air France, Renault, etc. Ça a fait exploser les prix. Et derrière, qui doit payer? Le peuple, le travailleur, celui qui a mis de côté durement et qui ne veut pas justement participer à cette mascarade, à s'endetter sur 30 ans. Moi, je reçois des dizaines, je ne peux pas y répondre. Et c'est ceux qui me font le plus mal, des dizaines et des dizaines de messages de gens qui me disent « Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans ce Ponzi qui est celui de l'immobilier, et maintenant j'ai 50, 60, 70 000 euros, et qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je pourrais l'investir ?» Et c'est ceux-là qui font mal, en fait. Parce que, justement, c'est des gens à qui on a ponctionné de l'argent par cette inflation qui a profité aux ultra-riches. Et ça, c'est un scandale. On est à une période un petit peu complexe. Je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Je ne suis pas certain que les banques centrales puissent garder leur crédibilité intacte avec ce qui se passe depuis un an. Quand l'inflation est arrivée, ils l'ont nié. Nos banquiers centraux qui voient tout et qui comprennent tout. Ils nous ont sorti, c'est transitoire. Ça ne l'est pas. On a fait le choix politique d'un changement pour sauver la planète, mais qui est fortement et durablement inflationniste. Et en même temps, on nous monte les taux pour créer de la récession, alors qu'en fait, la hausse des prix des matières premières, soit ça rebaisse s'il y a de la récession, mais ça ne rebaisse pas si on fait de la transition énergétique. Donc les banques centrales vont certainement réussir effectivement à créer de la récession, oui, mais elles ne vont pas vaincre l'inflation. Donc nous aurons le pire de tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire du chômage, de l'inflation qui, comme on dit,
ruine d'épargnants, la fameuse euthanasie des rentiers. On va avoir de l'instabilité sociale, très probablement, ce qui est jamais bon pour les affaires. Et comment on se protège de ça? Je dirais que moi, si je pouvais avoir accès à un stock de, je sais pas, de cobalt ou de nickel, sous une forme ou sous une autre, je pense que je m'y intéresserais. Malheureusement, là encore, ça ne sera pas permis au commun des mortels. Ça sera de nouveau permis à ceux qui ont accès aux contrats à terme sur les matières premières, qui peuvent les négocier par centaines de milliers de dollars, etc. Donc, qu'est-ce qui reste éventuellement accessible? Certainement l'or, l'argent, puisqu'à un moment, on peut plus monter les taux, parce que là, les États ne peuvent plus payer. C'est simple. Anis le dit, 60 milliards de coûts de service de la dette. Aux États-Unis, à 5%, les taux, ça sera 780 milliards de service de la dette, c'est-à-dire l'équivalent du budget de la défense américain. Bon, donc à un moment, les banques centrales ne peuvent plus monter les taux. Actuellement, l'or et l'argent sont, fortement concurrencés, voire ont été très pénalisés par la hausse des rendements. On préfère acheter quelque chose qui a du rendement que l'or ou de l'argent qui n'en a pas. Mais une fois que les taux arrêtent de monter, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus de surplus de rendement à attendre de l'obligataire. Donc à ce moment-là, la mécanique classique rentre en marche. C'est-à-dire que si les prix continuent de monter, à ce moment-là, l'or et l'argent, qui ont, on va dire, un coût de production connu et constant, vont nécessairement se mettre à monter. D'ailleurs, si c'était complètement insensé, absurde, un comportement d'un autre âge d'acheter de l'or et de l'argent, surtout de l'or, pourquoi est-ce que les banques centrales en auraient acheté 400 tonnes le dernier trimestre 2022? 400 tonnes. C'est l'équivalent de ce qu'on sort du sol tous les ans. Voilà. Donc, si les banques centrales se mettent à acheter de l'or, j'aimerais savoir d'abord lesquelles le font. Et je me suis laissé dire que les 400 tonnes, c'était ce qui est déclaré. Et je pense que ce n'est pas tout ce qui a été accumulé par certaines banques centrales. Et je ne pense pas qu'on parle de la Banque centrale d'Angleterre ou de la Banque de France. Je pense que là, on se réfère à des banques plutôt asiatiques. Donc ces gens-là, ils ont peut-être un plan, et eux, ils ont peut-être une vraie réflexion sur la monnaie. Et je pense que derrière, il y a une vraie critique aussi de l'hégémonie du dollar. Voilà. Donc le dollar, les États-Unis, pour l'instant, sont encore capables de le défendre. Mais on a vu entre le 10 et le 13 novembre, le dollar perdre quasiment 5%, ce qui est un mouvement d'une violence incroyable. Et le yen, je crois qu'il a pris près de 8%. Donc c'est des mouvements, on parle en dizaines de milliers de milliards de dollars de valeur qui d'un seul coup a basculé. Le dollar ça a basculé, le yen ça a basculé. Les gens se rendent même pas compte que c'est le PIB de la France, par exemple, qui a été effacé de la valeur du dollar et qui est revenu sur la valeur de l'euro. Enfin voilà, pour donner à peu près les échelles. Vous voyez ce qui se passe. Bon, quand on est face à des monnaies trop abondantes et qui deviennent trop volatiles, la seule sécurité, à mon avis, elle existe dans des produits qui sont en quantité limitée, connue, dont le prix de création est connu aussi. Sortir de l'or du sol et en faire un lingot, on sait ce que ça coûte exactement à quelques dollars près. Voilà. Donc là, on a une vraie référence. Et je pense qu'il y a un moment où la perte de repère est telle, on ne peut pas rester en dehors des matières premières. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles peuvent faire les banques centrales pour contrer ces phénomènes en fait? En fait, depuis 2008, les banques centrales sont dans un dilemme, dans ce que moi j'appelle une fuite en avant. Et donc cette fuite en avant, comme l'a expliqué Philippe au départ de la discussion, c'est justement de se dire il y a quelque chose de magique. On crée de l'argent, on résout les problèmes sur le moment,
et on repousse tout à plus tard. En fait, c'est comme si on mettait tout sous le tapis. Et donc, pour des gens qui ont une vision à 3, 4, 5 ans, c'est magnifique. Parce que eux ont leur mandat politique ou leur mandat monétaire. Ils veulent pas que ça explose, que la patate chaude explose quand eux sont aux affaires. Mais ils sont contents justement d'avoir ce recours à l'argent magique, facile, et justement à repousser les problèmes au plus tard. Mais ça a un coût. C'est que les problèmes, quand on les repousse, augmentent. En 2008, on avait un tout petit problème, quasiment, comparé à aujourd'hui. C'était un problème de liquidité. Aujourd'hui, on a un problème de tout, en fait. Il y a une bulle obligataire, il y a une bulle des cryptos, il y a une bulle des marchés actions, il y a une montagne de dettes. C'est-à-dire que quand on compare souvent les années 70 à aujourd'hui, si on rapporte à la richesse créée, notre dette est deux fois plus importante. Donc la moindre hausse des taux, justement, on est parti de très très bas, va nous coûter très très cher, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc les banques sont face soit au mur, soit elles se prennent le mur, ou soit elles prennent le ravin. Et c'est quoi le mur? C'est de rien faire, comme elles le faisaient, de continuer à printer jusqu'à ce qu'il y ait de l'inflation et que l'argent ne vale plus rien, plus personne ne fasse confiance à l'euro, au dollar, etc. Et tout le monde va fuirer justement ces monnaies fiat, ces monnaies de dette. Le ravin, c'est quoi? C'est ce qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui comme décision, c'est de dire on va remonter les taux, on va couper tout, on veut garder notre arme, notre outil, qui est celui de... Et c'est pas grave. S'il y a on a atteint le point où on allait perdre justement notre pouvoir de création monétaire. Et bien dans ce cas-là, on va prendre le ravin. Et c'est quoi le ravin? C'est le chômage et la récession. Le risque de un peu tout ça, c'est justement qu'il y ait la grogne sociale, qu'il y ait des gens qui commencent à sortir dans la rue. Et qu'à un moment, justement, ce pouvoir-là risque d'être perdu pour toujours face à la grogne sociale. Donc la voie de garage, et c'est marrant, j'avais écrit moi en 2016 quand j'ai réfléchi à tout ça, je c'est 3 mois jour et nuit à réfléchir, mais quelle serait la solution? Et donc j'ai sorti une solution que deux copains ont lu peut-être en 2016, et on dit totalement utopique ce que tu racontes. Et on est en train d'y aller, mais c'est marrant, tout doucement. Et c'est quoi cette solution? C'est que face justement à l'implosion de cette monnaie dette, qui est ce que moi j'appelais à l'époque, sans connaître n'importe quelle des théories, ce que j'appelais une réinitialisation. C'est qu'à un moment, on a une création monétaire qui est exponentielle. Quand on va retoucher terre et qu'on va voir la réalité en face, c'est ce que je rappelle une réinitialisation, c'est-à-dire un reset. Et on va voir ce reset. Et c'est quoi ce reset? C'est que les banques maintenant, les banques centrales, essayent de gagner du temps pour mettre en place l'euro numérique. Et l'euro numérique, alors les gens ne comprennent pas, mais déjà l'argent, là, il est numérique. Je paye avec ma carte bleue, il est dans un compte en banque. En fait, l'euro numérique, là où on a expliqué au début, justement, c'est peut-être là, ce qui est sympa, parce qu'on est vers la fin de l'émission et qu'on explique le lien entre les deux, là où l'euro numérique de banque centrale est créé à partir de rien, sans qu'il n'y ait besoin, justement, d'octroyer un crédit ou quoi que ce soit, l'autre, il faut forcément qu'il y ait de la dette en face, qu'il y ait un crédit. Donc, en réalité, ce qui est bien avec l'euro numérique, c'est qu'il réplique complètement les qualités de l'or. C'est qu'il est créé à partir de rien, ok, et il n'est pas adossé à une dette. C'est-à-dire qu'il n'est pas détruit au moment où quelqu'un rembourse une dette. C'est-à-dire que si on remboursait toutes les dettes du monde, on n'aurait plus de monnaie de nos jours. S'il n'y a que de l'euro numérique, si on rembourse toutes les dettes, l'euro numérique serait toujours là. C'est ça la différence. Il faut voir l'euro numérique pour les gens, pour qu'ils comprennent les débats qui vont avoir lieu dans les 2-3 ans à venir. Il faut vraiment qu'ils pensent à l'euro numérique comme des pièces et des billets. Quand on rembourse une dette, les pièces et les billets, ils sont toujours dans ma poche. L'euro numérique, c'est pareil, sauf qu'il sera dans un compte de banque centrale. Alors, le problème qu'il y a, et c'est pour ça que le Bitcoin fait un peu, et toutes les cryptos un peu, qui sont en quantité à peu près finie, comme le Bitcoin, font justement de l'ombre à cette monnaie-là, c'est que une banque centrale aura le droit d'en créer autant qu'elle veut. Et donc, contrairement à l'or, il ne sera pas limité. Donc, je pense qu'on va aller vers un système monétaire où petit à petit, on risque d'avoir tout ici, comme les banques, il n'y avait que les banques commerciales qui pouvaient jouir de ce compte auprès de la Banque centrale et le Trésor français, et tout le monde, Philippe, Marie-Constance, Anis, on aura tous un compte à la Banque centrale, un compte unique, et où on pourra, entre parenthèses, jouir de nos euros de Banque centrale numérique. Le problème qu'il y a, et c'est des questions qui se posent déjà, eux, ils se disent, mais si tout le monde met son argent là-bas, il ne va plus avoir d'argent dans les banques. Donc, ils sont en train de réfléchir, c'est marrant, c'est des choses auxquelles moi j'avais réfléchi à l'époque. Est-ce qu'on va mettre un seuil à partir duquel
on va dire attention, vous avez le droit, pour l'instant il parle de 3 000 euros, vous avez le droit d'avoir jusqu'à 3 000 euros sur votre compte, mais si vous dépassez ce seuil, vous avez une taxe, un impôt. D'ailleurs, où est-ce qu'il y a le fruit de cet impôt? Où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va revenir à l'État ou pas? On n'en sait rien. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne veulent pas que l'argent soit thésaurisé. Ils veulent qu'il retourne dans le circuit économique. Donc, on risque de vivre justement avec un système avec 3 monnaies. La monnaie dette, qui sera émise par la Société Générale, la BNP, mais les gens seront conscients que c'est une monnaie dette et que si la BNP ou la Société Générale fait faillite, eh ben, ils perdent leur argent. Il n'y aura plus le chantage au too big to fail. Il y aura la monnaie centrale, j'ai le droit de l'avoir, mais si je dépasse un seuil, ben, je thésaurise, donc je vais avoir une taxe, donc j'ai intérêt à la sortir. Il y a une monnaie, et celle-là, elle risque de... Alors, moi, je ne suis pas fan du Bitcoin, mais par exemple, la troisième voie, c'est soit les BRICS qui décident de construire une monnaie internationale avec, peut-être, en se mariant avec certains pays de l'OPEP, ou la zone occidentale, donc l'euro-dollar, la zone euro-dollar qui crée sa propre monnaie, et on aurait justement une monnaie un peu, ce que je dirais, acéphale, ou sinon, si plus personne ne se fait confiance au niveau international, et il est possible qu'une monnaie telle que le Bitcoin prenne le dessus. Pourquoi? Alors, il ne sera pas dépensé par toi ou moi, il sera dépensé, ce Bitcoin, par les États, par les multinationales, pour justement compenser les excédents ou les déficits commerciaux entre les zones économiques. Et donc, on risque justement d'aller petit à petit, d'être forcé, alors qu'on aurait pu le faire en 2008, d'être forcé à aller à ce monde où il y aurait 3 monnaies et que la monnaie dette arrêterait d'être hégémonique. Voilà peut-être le monde vers lequel... Mais moi, je ne connais pas le futur. Et après, se poser, peut-être Philippe, tu pourras en parler, tu voulais peut-être en parler, des problèmes de la monnaie centrale, qu'il y a un souci avec ça, c'est qu'une fois que vous avez un compte à la banque centrale, bah, c'est très facile de vous le couper, ou justement de mettre en place du crédit social. Vous avez le droit d'utiliser vos euros, mais vous n'avez pas le droit de dépenser plus que tant en énergie, en empreinte carbone, etc. Et on risque de perdre en liberté si justement on laisse d'autres décider à notre place des règles de cette monnaie centrale qui est créée par la Banque centrale qui est censée travailler pour nous tous. Et là, ça soulève immédiatement la question, mais qui peut décider de ce qui est bon, de comment doit être gérée cette monnaie, si c'est une banque centrale indépendante, qui n'a de compte à rendre à personne, et certainement pas pour les bêtises qu'elles ont pu commettre par le passé. En fait, on a déjà perdu la souveraineté en Europe sur notre monnaie, et là, on perdrait même la souveraineté sur comment est conçue une nouvelle monnaie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et fondateur, parce que il faut que cette monnaie ait une véritable utilité et qu'elle ne soit pas un outil d'oppression, comme ça a été mentionné. Pourquoi la Chine est-elle le pays le plus avancé dans le projet de monnaie numérique? Tout simplement parce qu'effectivement, cette monnaie banque centrale permet d'appliquer instantanément le crédit social. Vous n'avez pas payé vos PV, vous êtes en retard de paiement d'une taxe, vous n'avez plus le droit de prendre le train, plus le droit de prendre l'avion, vous ne recevez plus vos subsides, les aides auxquelles vous avez droit, etc. Ou votre enfant est délinquant, on vous coupe les APL, les aides sociales, etc. En Chine, c'est vraiment comme ça. Donc imaginons ça, c'est un cauchemar totalitaire qui se met en place. Donc, à quel moment le peuple peut s'exprimer et dire « nous, on veut surtout pas une décalcomanie du modèle chinois ». Alors que pour le banquier central, au contraire, cette reprise du contrôle de la monnaie, de l'usage qu'on en fait, c'est quelque chose dont ils n'ont jamais osé rêver. Tout ce qu'ils arrivaient à faire, c'est à monter les taux pour créer un peu de récession et freiner la circulation monétaire. Ils n'en avaient pas le contrôle, les gens faisaient encore ce qu'ils voulaient avec leurs billets de banque et leurs pièces, leurs carnets de chèques. Mais là, d'un seul coup, la Banque centrale contrôle ça. Le problème de l'inflation est vaincu. On interdit aux gens d'acheter telle ou telle chose parce qu'elle est en train de trop augmenter. Et voilà, on peut vraiment gérer la situation. Est-ce qu'on peut sortir du système ou pas du tout? Il y a un moment où la question se pose de se dire est-ce qu'il ne faut pas être effectivement hors système? De quelle façon on peut être hors système?
Alors, il y a la façon traditionnelle, c'est-à-dire être dans le troc, être dans les échanges de proximité, on s'échange des services, moi je viens peindre et toi tu me refais mon carrelage et le voisin me refait l'électricité et l'autre me fait la charpente. Ça c'est des choses que l'humanité pratique depuis des millénaires. Et puis après ça, on est à l'autre bout du spectre, on a effectivement, pourquoi pas, des cryptoactifs adossés à une blockchain. Et le problème de la blockchain, en tant que moyen de paiement, c'est que quand vous posez un billet ou une pièce chez votre commerçant favori, ce geste de sortir le billet et de le poser a consommé 0 carbone. Et celui qui l'encaisse, il le met dans sa caisse et ça génère 0 carbone. Toute transaction adossée à une blockchain va entraîner une consommation énergétique absolument gigantesque. Voilà. Aujourd'hui, quand on paye avec une carte de crédit, ça consomme pas grand-chose. Ça consomme un peu, mais c'est pas grand-chose. C'est pas vérifié par 1500 points de contrôle dans le monde. C'est pas intégré dans une blockchain. Et la sécurité qu'on a en payant avec une carte est, pour l'instant, assez suffisante. Mais on nous dit, avec la blockchain, il y aura une sécurité absolue. Est-ce que j'ai besoin de cette sécurité pour mes transactions du quotidien ? Je pense que la question mérite d'être posée. Et ensuite, aujourd'hui, le Bitcoin, on le voit bien, il est totalement contrôlé, non pas par une banque centrale, mais je pense par une centaine de personnes, peut-être, animées des meilleures intentions. Enfin, le Bitcoin est quand même contrôlé par ce qu'on appelle les big whales, les grosses baleines. Donc, c'est dire que cette monnaie est indépendante et qu'elle est honnête, etc. Il faut avoir une sacrée confiance dans l'humanisme et le désintéressement de ceux qui sont les plus gros détenteurs de ces cryptoactifs et qui savent faire monter ou baisser comme bon leur semble ou comme ça sert leurs intérêts, ce qu'ils ont démontré depuis 2010. On n'a pas encore eu de comportement des big whales qui démontrent qu'ils ont à cœur de refaire une monnaie qui soit au service de tous. C'est surtout au service de leurs propres intérêts. Alors là, par contre, si le Bitcoin devait tomber, par exemple, en dessous de 13 000, voire 10 000, c'est là qu'on va voir si ces gens-là ont vraiment une vraie fibre. Parce que miner le Bitcoin va devenir négatif en termes de rendement. Ça va coûter plus cher de le produire que ce qu'on va recevoir comme récompense. Donc, on va voir si eux veulent vraiment le faire vivre, le Bitcoin. Mais le jour où le minage n'est plus rentable, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on va peut-être trouver des protocoles, on va les adapter pour qu'ils soient moins gourmands. Et puis surtout, qui sera le survivant pour miner le Bitcoin ? Les derniers survivants, mais ils auront le contrôle absolu. À nouveau, on va avoir une concentration. Et voilà, tout dépend après ça de la pureté des intentions de ceux qui ont le contrôle. Aujourd'hui, ceux qui ont le contrôle de la monnaie, la pureté de leurs intentions, je n'y crois pas un seul instant. Et il suffit de voir les mensonges dont on nous abreuve pour nous faire gober un système complètement dysfonctionnel. Sur le Bitcoin, ses atouts, c'est que c'est le premier. Donc tout le monde connaît. Et justement, son deuxième atout, c'est le réseau. Et moi, je suis vraiment pas un fan du Bitcoin, mais par exemple, sur l'énergie, c'est assez bien foutu, le machin. C'est-à-dire que plus le Bitcoin va baisser, et moi je le vois, parce que j'ai pas investi dedans, mais je connais quelqu'un qui, justement, s'occupe de ça, c'est que plus le prix de l'électricité monte et plus le Bitcoin baisse, et plus justement les mineurs font faillite. Donc il y a moins de personnes qui sont là, et il y a comme une sélection naturelle des gens qui ont les reins les plus solides. Ça, c'est le côté à peu près positif du Bitcoin, mais moi ce qui me dérange dans le Bitcoin, c'est pas ça, c'est justement un des points que tu as mentionné, ou quasiment, c'est de dire que le Bitcoin en fait a les qualités de l'or, et donc il est en quantité finie, mais ils ne font pas. C'est-à-dire que là où la monnaie dette que je combats aussi, tu vas me dire je combats tout, mais il y a quelque chose que je combats pas. C'est que là où il y a la monnaie dette fond trop à cause de l'inflation et qu'elle appauvrit des gens, le Bitcoin ne fond presque pas. C'est-à-dire que pas du tout même, parce que la création monétaire est très très faible. Elle est là pour rémunérer justement les mineurs et on va très rapidement, dans une centaine d'années, c'est rien à l'échelle de l'histoire, stagner à 21 millions d'unités.
Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est une monnaie qui est facilement, comme l'or, thésaurisable. Donc, très, très, très rapidement, on va arriver à ce qui s'est passé dans l'histoire, une concentration des richesses très, très rapidement sur, justement, quelques puissants, que ce soit des États, des multinationales. Par exemple, on ne sait pas qui est ce Satoshi Nakamoto-là. Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est la CIA? Est-ce que c'est des anciens du Mossad? Est-ce que c'est un geek qui est quelque part et qui a décidé d'avoir, et tellement le gars sympathique, il a décidé de se prendre 1 million d'unités. Et plus il en a miné énormément au départ, parce que pour lancer le machin, donc peut-être que là il en a entre 1 et 2 millions, le gars déjà il a entre 5 et 10% des unités disponibles. Je rappelle que les États-Unis, quand ils ont pris le pouvoir sur le monde, quand ils ont imposé Bretton Woods, eh ben, ils n'avaient que 20 000 tonnes sur 180 000 tonnes créées depuis la nuit des temps. Donc ça fait rien, ça fait 11-12%. Donc ce gars-là, il y est presque, quoi. Ce gars, ou cette institution, ou ce groupe de gens, ou je ne sais pas ce que c'est, parce que personne ne sait. Donc c'est ça un peu le point négatif du Bitcoin. Et l'autre point négatif, justement, du Bitcoin, c'est que une fois que les gens, justement, vont accumuler cet argent, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réimposer un Bretton Woods 2.0, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont dire, bon, pour les raisons que tu as évoquées, il va falloir créer une couche, et que le Bitcoin va servir, justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, qu'à faire servir les États, justement. Déjà, ça résout le problème énergétique, etc. Donc, toi et moi, on ne l'utilisera pas, ce sera les États entre eux, comme l'or. Et nous, on va utiliser justement toutes des cryptos décentralisées ou centralisées qui utilisent justement de la blockchain qui sera justement plus light d'un point de vue énergétique. Et justement, ces monnaies seraient adossées justement au Bitcoin qui serait la référence. Ben là, si on fait ça, on retourne dans Bretton Woods 2.0, on retourne avec des gens qui vont être hégémoniques et qui peuvent justement, comme l'a fait les États-Unis, à un moment sur la couche inférieure, tricher et créer de la monnaie et justement appauvrir les gens et créer des guerres, etc. Comme ça s'est passé avec les États-Unis dans la deuxième partie du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un peu un cycle sans fin quand même. Ouais, mais alors la solution, c'est pour ça que je dis je combats tout. Moi, ce que je combats pas, c'est une monnaie citoyenne, justement, celle dont on a parlé un peu tout à l'heure, émise par une banque centrale qui, je crois que c'est Charles Gave qui a dit ça, tu écris le protocole et tu la jettes dans l'Atlantique. Je n'irai pas jusqu'à là, parce qu'il va falloir qu'on s'adapte. Par exemple, quand il y a eu le Covid, qu'on aille, qu'on vote, c'est la question politique du 21e siècle. Il faut que les gens se réveillent. Moi, on me dit, oui, mais tu es utopique, ils ont le pouvoir, ils ne le lâcheraient pas. Les gars, vous êtes 120 000 à me suivre. Il y en a 119 000, je ne sais pas combien, qui disent que c'est impossible et qu'on n'y arrivera pas. C'est tous des losers, en fait, tous ceux qui me suivent. Et je le dis très franchement. Moi, je pense qu'il y aurait 120 000 à Nice. On irait, quoi. On serait là, on irait à la castagne et on y croit. C'est que c'est notre droit. Mais comme tout le monde est loser, moi, je le vois parce que j'étais au lycée Charlemagne à Paris, je fais maths spé, j'étais en grande école d'ingénieur. Donc, je le vois, c'est tous des losers, tous ceux qui étaient autour de moi. C'était les mecs les plus intelligents, ceux qu'on a sélectionnés. Mais je préfère avoir mes mecs qui jouent avec moi au Paris FC. J'aurais des mecs comme ça, mais je te jure, je leur explique 3 minutes ce que c'est que la monnaie, ils comprennent. Et on change les choses. En fait, on a créé justement des gens qui sont soumis au pouvoir, soumis à l'ordre établi. Ils sont incapables de remettre en question les choses. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une monnaie citoyenne. Qu'on dise qu'on ait le contrôle sur sa création. Par exemple, moi, je propose, on crée 3% par an. Comme par hasard, c'est le déficit quasiment moyen de l'État. Et on le donne au gouvernement et on va lui dire, OK, tu touches tes 3%, mais à 2 conditions. Tu arrêtes d'aller te prostituer sur les marchés financiers. Tu n'en as plus besoin parce que nous, on a créé l'argent à partir de rien en tant que citoyen et on te l'a donné. Et deuxièmement, tu arrêtes de massacrer les classes moyennes. Tu arrêtes de massacrer les classes moyennes par l'impôt. Et 3%, c'est pas rien. Hein. Entre payer, tout à l'heure, je dis 60 milliards, c'est à peu près 2% du PIB, et donner 3% de l'équivalent du PIB à l'État, ça fait un écart de 5%, c'est énorme. Ça fait à peu près, alors 5% du PIB, ça fait à peu près 150 milliards. C'est quasiment un tiers, entre un tiers et la moitié du budget de l'État. Voilà comment on pourrait faire en sorte de payer, nous tous, un peu moins d'impôts par cette création monétaire. Le problème qu'il y a, c'est que si cet argent est créé, etc., il faut qu'il circule. Parce que si on dit aux banques, vous en créez pas, je sais qu'il y a aussi une autre catégorie de gens
qui vont se dire « Ah, mais cet argent, il est créé en petite quantité. Si je l'accumule dans mon compte d'unité centrale, de banque centrale, pardon, je ne ferai jamais faillite, etc. » Et c'est là qu'il faut introduire, justement. Moi, je l'ai passé de façon gentille et saine. C'était pas pour contrôler les gens. C'était pas pour aider les banques. C'est de me dire, au-delà d'un seuil, un certain coussin de sécurité, eh ben, fais circuler ton argent dans l'économie réelle. Et si tu ne le fais pas tourner, eh ben, tu vas payer une taxe qui va aller à l'action sociale et qui va justement nous aider tous à réduire, par exemple, si c'est 3%, ça fait encore 70 milliards de plus pour l'État, soit entre 70 et 80 milliards. Et donc, on se retrouve quasiment à plus payer d'impôts. C'est-à-dire que l'argent est censé circuler de lui-même et ceux qui ne l'investissent pas sont pénalisés. Et s'ils ne veulent pas payer leur impôt, ben, investis. Prête, investis dans des actions, prête à ton neveu, prête à ton fils, etc. Et tu récupéreras. Investis dans ce que tu veux, quoi. Achète même rénove, achète un appart, rénove-le, etc. Et fais tourner ton argent. Voilà, c'est ça un peu l'idée. C'est un peu, ça a l'air compliqué, mais c'est très très simple et c'est juste un protocole qui serait voté citoyennement tous les 5 ans. Je préfère voter ça que voter pour un président qui sert à rien, tu vois. Vous voteriez, Philippe, pour cette loi, enfin ce système bancaire, enfin ce système monétaire en fait? Alors, le problème, c'est que dans la mesure où on crée une monnaie qui a pour but et même unique objet de circuler et de ne pas être thésaurisée, c'est que dans les circonstances actuelles, ça alimente la spirale inflationniste. Parce que la monnaie de nos jours, elle est créée de façon infinie, mais là, non. Il faut se mettre dans le référentiel, c'est-à-dire que là, on est dans une monnaie qui est finie, comme le Bitcoin. En fait, le Bitcoin est déflationniste. C'est-à-dire que si on laisse, on copie le protocole monétaire du Bitcoin et on le donne à tout le monde, le problème, c'est que comme je suis pas pénalisé quand je stocke mon argent, si je garde mes Bitcoins et que, je parle d'un protocole qui serait comme le Bitcoin, hein, c'est-à-dire en monnaie finie, pas de croissance, etc., eh ben en fait, je vais gagner en pouvoir d'achat. On va aller vers ce que j'appelle moi l'hiver économique, c'est-à-dire que plus rien ne bouge. Donc lui, il est comme ça. La monnaie dette, c'est le contraire. L'inflation, on crée de la monnaie jusqu'à l'infini avec une croissance infinie. Et ce qu'il faudrait justement, c'est créer quelque chose à laquelle quasiment personne n'avait pensé, à part nos anciens. Pour aller voir juste l'avant-dernier, c'est Gézel qui avait pensé justement à cette monnaie qui soit fondante pour pousser les gens justement à faire tourner leur monnaie. Eh ben, c'est cette pénalisation-là de la thésaurisation, c'est-à-dire thésauriser, c'est emmagasiner comme Picsou, comme ça. Pénaliser au-delà d'un certain seuil, ben c'est ce qui va faire en sorte que cette monnaie pourrait circuler. Mais bon, les Picsou pourraient mal le voir, cette loi-là. Donc, moi, j'ai dit, quand j'ai étudié en fait la monnaie, je suis arrivé à, j'ai écrit un article qui s'appelle L'antidote au chaos, où je parle de boules de suif. Et en fait, quand on regarde bien la monnaie et l'économie, moi, j'arrive quasiment à l'expliquer avec les caractères humains. Et qu'à la fin, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est une association entre le cupide et l'avare. En gros, le cupide a dit à l'avare, prête-moi ton argent que tu gardes comme un con dans ton coffre, je vais le faire tourner et je vais en profiter, je t'en ferai profiter aussi. Donc c'est cette double alliance qui fait qu'on est dans ce système actuel et que moi je penserais qu'il faudrait un peu laisser la place pour justement ceux qui sont altruistes, c'est-à-dire ceux qui veulent se battre pour le bien commun, mais pas avec des idéaux à la con, juste avec justement des vrais idéaux, chercher justement le système monétaire qui serait le plus juste possible entre je ne pénalise pas trop le thésauriseur, je fais circuler la monnaie et qu'on n'arrive pas justement ni à une surchauffe monétaire ni à un hiver monétaire. Alors si on imaginait que le Bitcoin puisse remplir ce rôle de monnaie de confiance, il y a quand même un écueil, c'est que lorsqu'on est passé du franc ou du mark ou de la lire à l'euro, ça n'a rien coûté à personne. On s'est retrouvé avec des billets de 50 d'une monnaie, on est retrouvé avec des billets de 50 de l'autre. Ces billets n'avaient pas coûté plus cher à produire et je pense que le contribuable, en épluchant bien les comptes européens, aurait peut-être pu voir à combien était revenue l'impression des billets à l'imprimerie nationale, mais ça n'a coûté rien. Voilà. Imaginez que le Bitcoin demain doive être comme au... c'est le Salvador qui a adopté le Bitcoin, et puis il y a un autre pays d'Afrique, je pense, qui est en train d'y réfléchir. Je ne sais pas si c'est le Tchad ou un autre. Vous faites rentrer vos citoyens sur cette monnaie à 50 000, ce qui était le cas du Salvador, quand ça en vaut 16 000.
je pense que les gens masquent un peu. Donc, il faut que cette nouvelle monnaie soit directement accessible et sans coût. Alors, on ne peut pas se permettre de faire la fortune, finalement, des quelques baleines qui détiennent 80% des unités, alors qu'ils sont une petite centaine. Voilà. Ce serait le club, d'un seul coup, le plus riche du monde. Juste pour qu'on soit clair, cette nouvelle monnaie, c'est celle qu'on a actuellement, hein. C'est juste l'euro, sauf que sa manière, son protocole changerait. Au lieu que ça soit créé par de la dette, c'est créé par la Banque centrale. Petit à petit, on vit avec cette double monnaie, monnaie dette, monnaie centrale, et petit à petit, qui prend sa place jusqu'à grossir et dégager la monnaie. Et la réalité, c'est que nous avons déjà vécu en France avec deux monnaies. Il y avait une devise commerciale dans laquelle les Britanniques, les Américains étaient contents de pouvoir investir en France et qui échappait aux dévaluations successives, parce qu'à partir de 74-75, des dévaluations, on en a eu en série. Et donc, on avait déjà un système de monnaie accessible aux étrangers qui se dévalorisait beaucoup moins que la valeur faciale. Voilà, donc ça, techniquement, c'est tout à fait gérable, ça a déjà été fait. Voilà. Alors, la monnaie fondante, la question s'est posée dans le cadre de la création d'un revenu universel. Donc, comment verser de l'argent et qui ne soit pas inflationniste et qui ne serve pas justement à alimenter toutes les dérives. Et donc, la solution, c'était la monnaie fondante, c'est-à-dire qu'elle s'auto-détruit. Donc, s'auto-détruisant, elle n'est pas inflationniste. Mais le principal écueil de ce projet de revenu universel, hein, et la monnaie banque centrale permettrait justement de le délivrer et d'en contrôler l'usage. C'est-à-dire que la monnaie banque centrale étant une monnaie blockchain, on peut décider que sur un compte de 100 unités, vous en avez 20 pour le loyer, 20 pour la nourriture, 20 pour le carburant, et voilà. Ça se contrôle très très bien. Et voilà, j'ai dit le mot qu'il fallait pas. C'est le contrôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la monnaie devienne un outil de contrôle. C'est le peuple qui doit contrôler la monnaie, et pas l'inverse. Et là, ce qu'on voit avec ces banques centrales qui créent de la monnaie, en fait, ils nous contrôlent complètement. Puisqu'ils décident de qui peut avoir accès à de la monnaie ou non, et qui doit faire appel à du crédit pour en obtenir, ou qui, au contraire, se le voit offrir même à taux négatif. Donc voilà, c'est le maître mot, il faut que ce soit le peuple qui contrôle la monnaie, et pas l'inverse. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'est très intéressant. Est-ce que vous voulez conclure, Anis, sur cette idée-là? Alors, peut-être plus généralement, en fait, je pense que les temps vers lesquels on va aller seront un peu durs, je pense, là, avec cette remontée des taux et la récession qu'on attend, etc. Donc, je pense qu'il risque d'y avoir un peu de troubles sociaux, troubles financiers. Donc, et là, alors, on est en plein mois de novembre avec cette histoire de la plateforme de SBF, de Sam Bankman-Fried, ou Fried, je ne sais pas comment on dit, donc Sam Bankman-Fried qui justement a ruiné des gens avec sa plateforme FTX. Et donc, ce que je dirais aux gens, c'est de faire attention. Faire attention dans les plateformes dans lesquelles vous allez investir, et qu'à la fin, la finance, c'est qu'une histoire de rendement et de confiance. Donc, réfléchissez dans quel produit vous voulez investir, et que si vous voulez combattre, essayez d'avoir votre point de vue sur l'inflation. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de l'inflation ou de la déflation plutôt? Est-ce que les banques centrales vont pouvoir tenir leur politique et faire en sorte que les taux remontent et qu'ils coupent le revenu monétaire? Parce que dans ce cas-là, l'immobilier va baisser, les actions vont baisser, les obligations vont baisser. Donc là, ça devient facile un peu de racheter un peu tout. Ou est-ce que vous pensez qu'elle va faire ce qu'on appelle le pivot? C'est-à-dire que la banque centrale va dire non, on ne peut pas, il y a trop de pression sociale, il y a trop de pression politique. On repart pour 5 ans peut-être, jusqu'à ce que la monnaie ne vale plus rien et on continue à printer, à sauver tout ce beau monde. Dans ce cas-là, il faut acheter de l'immobilier, il faut acheter des actions. Donc c'est un peu, on est dans une période de schizophrénie. Et ce qu'il faut savoir lire avant toute chose, c'est pas un bilan ou quoi que ce soit, c'est lire ce que disent les banquiers centraux et ce qu'ils risquent de faire.
Donc, et justement sauver l'épargne qu'on peut avoir ou investir au bon endroit, justement. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez justement mis à disposition un rapport gratuit pour nos lecteurs où vous détaillez les dessous du système monétaire et les étapes à suivre pour s'en protéger. Alors j'invite ceux qui nous regardent à le télécharger en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Donc merci infiniment à tous les deux encore pour cet échange, c'était vraiment très intéressant et j'espère à très bientôt. Merci Marie-Constance. Merci Marie-Constance.